Elle aime les hommes, les femmes, leurs cœurs qui battent. Elle aime les corps qui dansent. Elle aime chiner de la jolie vaisselle. Elle aime dîner à la lueur des bougies, écouter le bruit des vagues et s'endormir. Elle aime Paris et Berlin. Elle aime chanter. Elle aime le sourire des enfants. Elle aime refaire le monde avec ses amis, accompagner sur le chemin de la vie son mari. Bonjour Rebecca. Bonjour Thérèse. Si tu savais à quel point je suis heureuse de te revoir. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vus. On est toujours restés en contact. Et Rebecca, on s'est rencontrés il y a 8 ans maintenant. Donc ça date. À cette époque, tu étais étudiante. Tu étais dans une période de vie où tu faisais des études de sciences politiques, mais tu étais un peu en train de te questionner sur ton avenir professionnel. Tu as lu le livre Une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Tu m'as invitée à donner une conférence auprès de jeunes. C'était un vrai succès. C'était une belle expérience qu'on a vécue ensemble. Et depuis, tu t'es formée en psychologie. Aujourd'hui, tu as ton diplôme de psychologue clinicienne. Il y a quelques mois ou années, maintenant je suis un peu perdue dans le temps, tu m'as envoyé un email en me disant « Je fais un mémoire de fin d'études sur la question de l'infidélité et comment est-ce qu'un couple se reconstruit après une infidélité. » Tu m'as demandé si j'avais des personnes à te recommander et je t'ai dit, attends, mais ce sujet est ma passion, la question de la fidélité et de l'infidélité, moi j'en parle depuis des années et je trouve ça vraiment un sujet très 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 intéressant. Là, tu viens de rendre ton mémoire, tu as obtenu ton diplôme, on peut enfin en parler et ça va être le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, cette question de la reconstruction d'un couple après l'infidélité. Mais avant d'aller au cœur du sujet, Rebecca, d'où t'es venue cette idée de travailler en tant qu'étudiante sur le sujet de l'infidélité? Alors pour tout te dire, ce n'était pas mon premier sujet de mémoire. J'étais partie sur d'autres sujets. Bref, passons. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce serait vraiment chouette de travailler sur un sujet qui a une issue positive, un peu joyeuse, optimiste, parce que quand on fait de la psychologie, on a tendance à beaucoup s'attarder sur tout ce qui est compliqué, douloureux, ce qui fait souffrir. Et en même temps, moi, je crois que l'humain est très résilient et j'avais envie je le crois et je le vois, je l'observe. Et j'avais envie de travailler sur un thème joyeux, positif. Je m'intéresse au couple depuis des années, à tout ce qui est thérapie systémique, donc familiale, conjugale. Et en fait, finalement, ce sujet est apparu un peu comme une évidence. Je ne peux même pas te dire comment j'en suis arrivée là, mais ça a été... je savais que ça allait être mon sujet de mémoire et que j'avais envie de vraiment œuvrer pour cette cause parce que, on sait que 2 couples sur 3 se séparent après une infidélité. Et je trouvais que la minorité, les marginaux, j'avais envie de leur laisser un peu plus la parole et comprendre comment eux ont fait, s'en sont sortis. Et je trouvais que c'était un beau projet de mémoire. On a tellement envie de savoir la suite parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je le vois aussi dans mon cabinet en tant que thérapeute de couple, la majorité des gens à notre époque pensent que quand il y a une infidélité, il faut se séparer. Si on était trompé une fois, on sera trompé d'autres fois. De mon point de vue, depuis mon poste d'observation, j'ai l'impression que c'est vraiment le discours dominant aujourd'hui. Et toi, tu nous parles de ces couples qui ont décidé de continuer leur relation. Alors, d'abord, est-ce que tu as pu les rencontrer, ces couples-là? C'était difficile de les contacter? Raconte-nous un petit peu comment tu les as trouvés, ceux qui résistent et qui décident de poursuivre leur mariage. Ça, en effet, c'était pas une tâche évidente de trouver des hommes, des femmes qui acceptent de me rencontrer pour parler de leur reconstruction. Déjà parce qu'ils sont peu nombreux et qu'il faut avoir le courage, l'envie, le recul suffisant pour aborder une thématique qui a quand même été souvent très douloureuse pour les couples. Et donc j'avais vraiment à cœur de les préserver, de ne pas venir remuer le couteau dans la plaie. Donc c'était pas évident, mais j'ai eu énormément de chance et j'ai trouvé vraiment des perles et un couple et 3 personnes qui ont choisi aussi de témoigner seules. Donc en tout, j'ai quand même pu rencontrer 5 personnes qui m'ont parlé de leur parcours de reconstruction. Donc je les remercie encore aujourd'hui vraiment infiniment de m'avoir permis d'avoir accès à leur intimité qui n'est pas évidente à vivre. Et alors, dans ce qu'ils ont pu te partager, qu'est-ce qui t'a le plus touchée? Beaucoup de choses. Ce qui m'a beaucoup touchée déjà, c'est que j'ai rencontré des personnes qui ont trompé et des personnes qui ont été trompées. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir accès à des points de vue différents, des réalités différentes. Ce qui est très touchant, c'est de voir que en fait, chaque personne, chaque couple a vraiment sa propre histoire et son propre chemin et qu'il n'y a pas de recettes magiques et qu'ils ont tous un peu essayé de bricoler, de construire, d'aider, d'essayer, de tenter, d'échouer, de recommencer, enfin voilà.
Donc moi, j'étais très touchée par le côté combatif de ces personnes. Voilà, ensuite, ce qui m'a touchée, moi, c'est d'entendre quand même que la plupart, en fait, tous ont reçu de l'aide extérieure. Ils sont allés voir des thérapeutes. Et je me dis que, voilà, en tant que thérapeute, psychologue, conseiller conjugal, on a vraiment un rôle important à jouer dans l'accompagnement de ces personnes. Et en même temps, beaucoup ont été déçus par les apports, en fait, de la thérapie. Et c'était touchant de voir comment, malgré les déceptions dans le milieu professionnel, ils ont trouvé des petites astuces, des petits trucs. Voilà. Alors après, je pourrais t'en dire plus en détail plus tard. Mais voilà, et j'ai été aussi touchée par le message que transmettaient ces personnes que oui, c'est possible de se reconstruire après une infidélité, c'est possible de pardonner. Alors voilà, la question du pardon, qu'est-ce que le pardon dans cette situation-là, mais avec le courage d'aller à contre-courant. Parce que la majorité des personnes que j'ai reçues témoignaient en effet d'un manque de soutien des proches, de proches qui... Alors, parfois les proches étaient soutenants, mais parfois les proches encourageaient à la séparation, et même souvent, et ça dans la littérature, c'est confirmé qu'en fait l'entourage est pour la séparation, ne croit pas au changement de dynamique d'un couple, ne croit pas au changement de comportement des personnes. Moi, je défends la thèse opposée. Je pense vraiment que les gens peuvent changer. Et en l'occurrence, je l'ai vu. Ils me l'ont bien montré. Ça me touche beaucoup de t'entendre dire ça, Rebecca, parce que effectivement, c'est rare d'entendre des personnes. Et puis toi, tu es toute jeune, j'ai oublié de le dire, mais tu as 29 ans et qui... on a cette espérance qu'une personne peut évoluer et changer. Elle peut choisir finalement de vivre autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est une grande condamnation des personnes. Ça veut dire que si on a, à un moment donné, été dans une relation extra-conjugale, eh bien, on est une affreuse personne et on est comme... montré du doigt comme quelqu'un qui est un monstre parce qu'il en a fait du mal à la personne aimée et après rejeté et condamné à en vivre pour l'éternité. Alors qu'on voit bien que, en fait, il faut remettre ça dans un contexte particulier et c'est là que ça devient intéressant et c'est en cela que notre travail, à toi et à moi, il est quand même aussi nécessaire pour mettre un peu d'humanité. Je pense qu'on manque d'humanité aussi parce qu'on n'imagine pas que ça puisse nous arriver à nous. Et vraiment, tu vois, moi, en faisant ce travail-là pendant 2 ans, je me disais constamment, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui, et à moi la première. Personne n'est à l'abri de passage à l'acte extra-conjugaux. Et les situations sont souvent, comme tu le disais, très très complexes, liées à des réalités de vie difficiles, à des histoires individuelles, personnelles, liées à des traumatismes, à des schémas intégrés dans l'enfance. Enfin voilà, c'est extrêmement complexe et les personnes qui vont passer à l'acte et qui vont être infidèles ne sont pas ce qu'on imagine des infidèles dans les romans, dans les films hollywoodiens. Enfin, il y a un peu une image, je trouve, aussi très fantasmée autour de l'infidélité. Et en fait, pas du tout. En fait, ça pourrait vraiment être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui. Et je trouve que condamner les personnes qui passent à l'acte, déjà, c'est condamner la personne, alors que là, il s'agit d'une action. Donc moi, je pense que c'est essentiel de séparer la personne de ses actions. Et puis en plus, je ne pourrais pas être psychologue si je croyais que les gens ne pouvaient pas évoluer, changer, bouger. Je crois que tout homme et toute femme est en capacité de travailler sur lui, de revoir et d'essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là et de décider de changer, de se responsabiliser aussi. Il y a vraiment toute cette histoire de la responsabilité qui est très importante aussi dans l'après-infidélité. Je pense qu'on condamne trop vite en pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Or, ça peut être très proche de soi, voire nous concerner nous-mêmes. On n'est jamais à l'abri. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir entendre le témoignage de personnes qui ont vécu cette épreuve et qui ont essayé de se reconstruire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elles t'ont partagé, ces personnes-là? Comment est-ce qu'elles ont fait pour se reconstruire? Parce que l'infidélité, ça vient blesser la confiance en soi, la confiance en l'autre. La confiance, c'est difficile, on pense que c'est difficile à réparer. Comment elles ont fait? Est-ce que tu peux nous raconter des histoires? Alors, la première chose là qui me revient spontanément et que tous partageaient, c'était ce besoin de prendre de la distance. En fait, après la révélation,
Ça peut être une découverte fortuite, ça peut être une annonce voilà, avec un temps pris par la personne qui a été infidèle pour annoncer à son conjoint qu'il ou elle l'a trompé. Toujours un besoin de distance, de séparation momentanée et d'éloignement géographique, en fait. Il y a vraiment chez ces couples-là eu pendant tout un moment, alors parfois c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, une impossibilité à vivre ensemble, à vivre sous le même toit. Et je pense que cet éloignement géographique permet de prendre la distance l'un de l'autre. On peut imaginer évidemment que ce soit impossible et impensable de se retrouver confronté jour et nuit à la personne qui vient nous annoncer qu'il nous a trompés. Je dis ça en te disant ça, c'est pas vrai. Il y a un couple, et ça c'est hyper intéressant, il y a un couple qui s'est retrouvé obligé, contraint de vivre ensemble parce que c'était pendant le Covid. Donc révélation d'infidélité pendant le Covid. Et en fait, c'est le monsieur qui a trompé donc sa femme. Elle l'apprend pendant le Covid et elle ne peut évidemment pas le mettre dehors. Elle me disait, j'aurais adoré pouvoir le mettre dehors, claquer la porte, balancer ses affaires par la fenêtre. Elle me dit, j'aurais voulu faire comme dans les films, mais ce n'était pas possible. Et en fait, étrangement, c'est d'être obligé, dans leur cas, de rester ensemble, qui les a obligés à passer du temps ensemble, à se retrouver, à se redécouvrir, qui quelque part les a sauvés. Bon, voilà, là c'était une exception, mais les autres parlent d'éloignement, de besoin de se faire accompagner, individuellement, ensemble. Alors, quand même, les femmes, globalement, toutes se sont fait accompagner, les hommes étrangement, étaient beaucoup plus réticents et on sentait quand même souvent que c'était la femme qui faisait le travail, un peu parfois pour deux, mais ou qui invitait, qui incitait, insistait pour aller en thérapie conjugale. Et donc voilà, il y a eu ça. En fait, il y a plein de petites choses aussi très concrètes. Le passer par l'écriture. Il y a des couples qui ont témoigné de l'importance de s'écrire des lettres, de pouvoir poser des mots qu'ils ne pouvaient pas forcément dire à l'oral, pour prendre du recul aussi avec la colère qui les habitait, l'incompréhension, voilà. Est-ce que, Rebecca, tu fais une différence entre les personnes qui découvrent une infidélité présente, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'un ou l'autre a une relation extra-conjugale, et les personnes qui découvrent une infidélité qui a eu lieu? C'est quand même pas tout à fait la même chose à gérer. Si maintenant, voilà, je t'ai trompé, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, ou si maintenant, je suis folle amoureuse d'une autre personne que toi. Et moi, j'ai vu en consultation, les personnes qui sont très amoureuses de quelqu'un d'autre ont beaucoup de difficultés à réinvestir leur couple, parce qu'ils sont encore engagés très fortement émotionnellement avec leur amant, leur maîtresse. Les personnes pour qui c'est du passé, c'est plus facile de reconstruire. En revanche, pour le conjoint, d'apprendre que ça s'est passé il y a peut-être des mois ou des années et qu'on n'a pas parlé, c'est beaucoup plus douloureux. Enfin bref, c'est pour dire que c'est un peu de réalité qui me semble un peu différente. Comment toi, tu perçois les choses ou ce que tu as pu entendre dans les témoignages? Alors moi, en l'occurrence, et c'est drôle parce que c'est un peu le fruit du hasard, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes découvert l'infidélité pendant la relation extra-conjugale, en fait. Et j'ai pas eu de cas de révélation dans l'après-coup. Ou alors un après-coup très, très court. Enfin, donc on était proche des faits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, les personnes que j'ai rencontrées étaient encore sous l'emprise, si on veut, du sentiment amoureux, de tout ce qu'elles vivaient avec l'amant, avec la maîtresse. Et là, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a vraiment un choix, en fait, à poser, qui, je pense, est un élément essentiel dans la reconstruction. C'est des couples qui se sont quand même posé la question, est-ce que je désire ou non continuer avec mon conjoint ou ma conjointe, et est-ce que je choisis de me reconstruire avec lui ou avec elle, est-ce que je suis prêt à prendre mes responsabilités? Il y a vraiment, je te disais tout à l'heure, la question de la responsabilité, c'est que, en fait, ce qui ressort, et ça, je le voyais beaucoup aussi dans la littérature, c'est qu'en fait, il n'y a pas un responsable, un infidèle et puis une victime. En fait, c'est le système qui a contribué à l'infidélité, et donc c'est important que les deux parties, donc que les deux conjoints,
prennent leurs responsabilités et reconnaissent qu'ils ont tous les deux contribué au passage à l'acte infidèle, ce qui est en temps inaudible pour certaines personnes, et ce qui fait que souvent on conseille la séparation parce qu'il y a le méchant et la gentille. Là, en l'occurrence, vraiment, ce qui a aidé les couples, c'était que chacun prenne ses responsabilités, chacun reconnaisse comment il a pu, malgré lui, souvent contribuer à une situation qui a favorisé l'infidélité. C'est très fort ce que tu dis là. Et je peux imaginer que certaines personnes qui nous écoutent sont un peu choquées d'entendre ces propos parce que c'est complètement à contre-courant ce que tu nous dis là. On a plutôt l'habitude effectivement de dire qu'il y a un méchant, un gentil et que évidemment la personne qui est infidèle est le méchant ou la méchante et l'autre vraiment la victime. Et donc on entend qu'une des clés pour se reconstruire après cette épreuve, c'est de mettre chacun un genou à terre, d'être dans une posture d'humilité et de se dire peut-être que dans ma façon d'être en relation avec toi, eh bien j'ai contribué à ma façon à blesser en fait cette relation de confiance. Je pense que c'est essentiel ce que tu dis. Moi, je le vois bien aussi en consultation et que je pense que c'est là qu'il y a une porte vraiment d'entrer vers une relation d'amour différente. Mais déjà, voilà, ce genou à terre, l'un et l'autre. Alors parfois, ça prend un peu de temps, mais c'est essentiel d'y arriver, sinon le couple ne peut pas se reconstruire. Pourquoi, Rebecca, c'est si difficile à vivre l'infidélité ? La question semble complètement idiote quand j'en parle comme ça, parce qu'on va dire évidemment que c'est difficile. Mais je la repose, et je vais faire exprès, je la repose du haut de mes 39 ans, bientôt 40. Je me dis, au fur et à mesure des années qui passent, je vois bien quand j'étais très jeune, j'accordais une importance mais gigantesque à la question de la fidélité. J'ai l'impression que vraiment le monde allait s'effondrer si on allait me tromper. Et je le vois chez les adolescents que je rencontre en milieu scolaire. La question de la fidélité ou de l'infidélité, c'est super important pour eux. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, je me rends compte que l'être humain est bien plus complexe, qu'on est bien plus fragile que ce que j'imaginais. Donc vulnérable, donc imparfait, donc on se fait du mal, on n'est pas non plus soi-même parfait, et je sais pas, je prends les choses avec beaucoup plus de douceur aujourd'hui, et je me demande effectivement pourquoi l'infidélité fait autant de mal et blesse autant le lien. Et je dis ça tout en pensant que la fidélité est souhaitable, hein, mais j'essaie de comprendre pourquoi, par rapport à d'autres choses qu'on peut vivre, par exemple la médisance, par rapport à, je sais pas, le fait de, par exemple, l'absence de relations sexuelles au sein d'un couple, je sais pas, il y a plein d'autres épreuves dans une relation. Pourquoi l'infidélité vient tant blesser les couples ? Je pense qu'il est très important parce qu'on est marqué quand même par la culture, le pays dans lequel on grandit, l'héritage religieux, qu'on soit croyant ou non, mais il y a quand même une morale judéo-chrétienne très présente encore dans notre société. Et la question de l'infidélité, enfin de l'adultère, revient 2 fois dans les commandements dans la Bible. En fait, c'est la seule dans l'Ancien Testament. C'est le seul interdit qui est répété. En fait, c'est dire combien la question de l'infidélité est un interdit et du coup un tabou depuis des siècles. Et je pense qu'on est héritier de cette chape de plomb autour de la question de l'infidélité. Donc, le fait que ce sujet soit tabou n'aide pas à traverser cette épreuve quand elle nous concerne, quand elle concerne des hommes et quand elle concerne des femmes. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'en parle pas. Et que comme tout sujet dont on ne parle pas, quand on le vit, on se sent seul, on a honte, on est isolé, on se sent humilié, voilà, donc tout ça. Ensuite, quand ça arrive dans la vie des gens, ça vient toucher à tellement de sphères de la vie, psychique, sexuelle, les croyances qu'on a envers soi, envers l'autre. En fait, il y a tout un monde qui s'écroule parce qu'on a envie et qu'on a besoin de croire que l'autre dans le couple, hein, je précise, que l'autre est fidèle, que l'autre nous aime plus que tout, que l'autre n'a Dieu que pour nous, quand bien même on sait bien rationnellement que ça ne tient pas la route. Mais voilà, on a besoin de se sentir aimé comme ça, et c'est un besoin qu'on a tous et qui est profondément humain. Et on est assez persuadés que non, à nous, ça ne va pas arriver, parce que nous, quand même, et nous, notre couple, on est au-dessus de ça, ou voilà.
Il y a un peu ces croyances-là. Et quand ça arrive, souvent, ça fait extrêmement mal chez des couples pour qui ça n'a pas été un sujet avant, qui n'ont pas parlé de cette réalité-là. Et donc, du coup, c'est une vraie déflagration. Et les psychologues parlent même de stress, d'état de stress post-traumatique quand on découvre l'infidélité. Et il y a un psychologue qui a donné un nom spécifique pour le stress post-infidélité, donc le stress post-infidélité, il l'a nommé, qui ressemble du coup à l'état de stress post-traumatique. Donc c'est dire la charge traumatique d'une révélation, que peut provoquer une révélation de l'infidélité. Ça vient ébranler énormément de repères, la conception qu'on se fait de l'amour, la conception qu'on se fait du couple, la confiance en soi, en l'image de soi, en l'autre. Si la personne à qui j'accorde ma confiance n'est pas digne de confiance, qui l'est, donc finalement en fait toutes les autres relations se trouvent affectées par cette infidélité-là. Voilà, et puis on se rend compte qu'on est faillible, que notre partenaire est faillible, qu'on n'est pas parfait. C'est extrêmement difficile à accepter. Et les professionnels sont peu formés à l'accompagnement de ces réalités-là. Quand ils le sont, ils se trouvent encore souvent très démunis et ne savent pas comment faire. Et moi, je me souviens, j'avais été en stage en thérapie familiale et conjugale et les thérapeutes ne voulaient pas aller sur les questions de l'infidélité. Ils n'osaient pas l'aborder parce qu'ils se sont dit non, mais si on met les pieds là-dedans, ça va être trop compliqué en fait. On sait que c'est extrêmement, extrêmement difficile à accompagner et que ça suscite tellement d'émotions fortes que ça fait ressortir tous les traumas en fait relationnels de l'enfance, tout ce qui est lié à l'amour, l'affectivité, tout ça ressort puissance 10 000 dans ces situations-là et en fait personne n'a trop envie de mettre les mains dans le cambouis donc voilà, je pense qu'il y a un mélange en effet de honte, de culpabilité, de tabou et de déflagration intérieure telle que c'est extrêmement difficile de l'accueillir, de le vivre, d'en parler. Est-ce que tu es en train de nous dire, Rebecca, que si maintenant je prends conscience que la relation conjugale n'est pas une relation comme celle qu'on a avec sa mère, qui est censée être faite d'un amour inconditionnel, mais qu'elle est imparfaite et qu'on risque d'être blessé dans le lien, qu'on peut être trahi, etc. Bref, on a conscience que ça peut nous arriver. Est-ce que ça veut dire qu'on va traverser de façon plus sereine, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, une épreuve d'infidélité? Oui. Alors, ça ne veut pas dire que la douleur sera absente ou moindre s'il y a une situation d'infidélité. Par contre, je pense, et ça c'est un postulat, en tout cas chez les psychologues, que tout ce qui est pensé aide à comprendre, à accueillir la souffrance quand elle est là. Alors, je ne dis vraiment pas que d'en parler, d'admettre que l'autre est imparfait avant même qu'il y ait une situation d'infidélité suffise. Je pense en tout cas, et moi je sais que depuis que j'ai travaillé sur la question, quand j'en parle avec des amis, j'encourage tous mes amis en couple depuis peu ou depuis longtemps à parler vraiment d'infidélité avec leur conjoint ou leur conjointe, parce qu'il me semble que c'est se prémunir au moins de cette chute terrible que ressentent les personnes quand le conjoint ou la conjointe tombe du piédestal et que notre relation amoureuse descend en enfer. Enfin, les gens parlent vraiment d'enfer quand ils traversent ces situations-là. Voilà, je pense que d'en parler avant, d'avoir conscience de nos limites, de nos fragilités, de se mettre d'accord sur ce qu'est l'infidélité, de détecter quelles sont les situations qui sont potentiellement à risque, de s'aider l'un et l'autre à ne pas se mettre dans ces situations, à se préserver. Enfin voilà. Je pense que tout ça, ça aide, oui, forcément. Et ça permet probablement de mieux rebondir ensuite et puis de ne pas avoir justement à faire tout ce travail de désillusion qu'on peut un peu amorcer en amont. Rebecca, tu viens de te marier il y a quelques mois, donc dans le mariage, on va promettre aussi fidélité. En même temps, tu as travaillé dans le cadre de tes études sur l'épreuve de l'infidélité. Comment est-ce qu'on fait pour tenir un peu les deux parties, c'est-à-dire à la fois espérer et vouloir vivre la fidélité, la désirer, s'engager à vivre la fidélité, et en même temps
avoir conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que je peux être capable d'infidélité, que mon conjoint peut être capable d'infidélité. J'ai souvent observé des personnes qui vont soit se dire je vais m'engager dans le mariage et jamais ça va m'arriver parce que je me suis engagée dans le mariage, et des gens qui se disent je ne m'engage pas dans le mariage parce que je sais que ça peut m'arriver. Et tu vois, toi, de par ton parcours, de ton histoire, tu tiens les deux. Comment tu fais? Comment ça se passe? Raconte-nous. Écoute, ouais, c'est intéressant parce que bon, c'était pas forcément prévu que mon rendu de mémoire tombe pile en même temps que mon mariage et que je sois en train de travailler sur l'infidélité le jour où je promets fidélité à mon mari. Donc c'est vrai que c'était un petit peu cocasse. Et en même temps, ça nous a beaucoup apporté. On est vraiment à l'abri de rien. Et en fait, je pense que c'est conscient de ça qu'on peut justement espérer vraiment être fidèle. En fait, la question de la fidélité et de l'infidélité, pour moi, elle va bien au-delà de la question sexuelle. Alors moi, il a fallu que je l'aborde par un angle. Je pense que justement, en parlant de nos peurs, nos craintes vis-à-vis d'une potentielle un jour infidélité, mais de pouvoir en parler, ça nous permet en fait d'être fidèles à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent aujourd'hui. Et je trouve que cet exercice de fidélité à ce que je crois sincèrement, honnêtement, c'est déjà le début de la fidélité conjugale et de la fidélité sexuelle. Et en fait, en ça, je trouve que c'est un bel exercice. Moi, je pense que l'engagement du mariage, c'est pas dire on va, quoi qu'il arrive, être fidèle, c'est je m'engage tous les jours de ma vie à tout faire pour être fidèle. Et que pour moi, il y a une petite nuance là-dedans. C'est pas le mariage me préserve de toute catastrophe ou crise conjugale et pour peu qu'il y ait de la croyance, de la religion dedans, du coup, je sais pas, on serait protégé des dieux ou du dieu ou de l'univers. Non. En fait, c'est vraiment un travail de tous les jours, individuel, conjugal. Ouais, moi je trouve que c'est une belle aventure et que vaut mieux prendre les choses comme ça que d'un jour se réveiller et se rendre compte de notre vulnérabilité, de nos limites. Donc voilà, en parler et être fidèle à soi le plus possible en tout temps, en tout lieu, dans toute situation. C'est le début de la fidélité. Ce que j'aime énormément dans ton approche, Rebecca, c'est qu'on voit bien que tu nous encourages à avoir une posture d'adulte dans la relation. Mettre de la conscience, de se parler en tant que deux adultes et pas comme des enfants qui vivent dans un monde de bisounours qui n'existe pas. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que la majorité des couples, quand ils s'engagent, sont justement dans une position très immature, comme des enfants et pas comme des adultes. Et des adultes, c'est aussi d'être responsable de la relation qu'on va co-construire ensemble, de sortir de ces croyances magiques, comme tu dis, on s'est mariés, alors du coup forcément on va être épargné, tout ça est complètement faux. Et j'aime beaucoup le chemin que tu nous proposes parce que tu nous invites à la fois à rester fidèles à nos grands désirs, à nos grandes aspirations et en même temps avoir une posture d'adulte dans la relation. Et en tout cas, quand je t'entends, je me dis, c'est peut-être ça la clé pour un couple, de s'aimer dans la durée, c'est d'avoir cette posture-là. On est co-responsable, on va se parler, on va se dire les choses. Et là, une réparation du lien est possible. J'aime beaucoup cette idée que je donne souvent comme illustration auprès des jeunes et des enfants. C'est comme si entre deux personnes, il y avait un lien, une corde. On est en lien, donc il y a un lien entre nous deux. Et puis parfois, la corde, elle va être coupée parce qu'on va avoir des actions qui vont être contraires à notre intention au départ de s'aimer durablement. Et de nouveau, on les ramène dans un contexte particulier, dans une histoire qui fait qu'à un moment, on pose des actes, on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et le lien est coupé. Aujourd'hui, on se dit quand quelque chose est cassé, on jette et on remplace. Et d'ailleurs, quand je pose la question aux jeunes, je dis qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose est cassé? Ils le disent tous en chœur, on jette et on remplace parce qu'on est éduqué dans cette société où quand un lien est cassé, quand une chose est cassée, on le jette. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'on peut aussi réparer. Et alors, je leur dis toujours, si on prend les deux bouts de corde et qu'on va faire un nœud, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, les deux personnes vont se rapprocher. Le nœud va permettre de se rapprocher. Et une fois qu'on a cette image-là, on se dit que oui, on peut être traversé par des épreuves, mais c'est aussi peut-être une belle opportunité de croissance personnelle et de se rapprocher l'un et l'autre. Et je suis aussi bouleversée de le voir là, vraiment en tant que thérapeute de couple, sexologue, j'accompagne des gens depuis presque 20 ans maintenant dans mon cabinet, de voir à quel point les gens me disent, mais
c'est une épreuve hyper douloureuse, mais on ne s'est jamais aussi bien parlé que depuis qu'on vit cette épreuve. On est enfin en vérité l'un avec l'autre. On avance sur soi, je fais un travail sur moi. Enfin, c'est très très beau ce qui peut aussi se passer. Et au risque de vous choquer, vous qui nous écoutez, qui écoutez cette conversation, s'il y a des belles choses qui peuvent se passer dans l'épreuve. Et d'ailleurs, si maintenant, imaginez deux personnes qui sont en lien, mais jamais la corde n'est coupée, ils vont rester encore assez éloignés l'un de l'autre. Et puis, il y a aussi, on peut faire l'autruche, on ne peut pas voir que la corde est coupée, on peut continuer à avancer parce qu'on ne veut pas voir. Et ça, je voudrais t'en parler aussi parce que quand il s'agit d'infidélité, moi, ce que j'entends très souvent dans le cadre professionnel, mais aussi beaucoup dans le cadre amical, c'est principalement des femmes qui disent « Si tu me trompes », elles disent à leur mari, « Si tu me trompes, je ne veux surtout pas le savoir ». Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que justement, je ne veux pas faire le processus que tu proposes. C'est-à-dire, on va regarder, on va aller réparer le lien et on va aller le consolider, quoi. Ça m'étonne pas tant que ça, parce que, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais ça demande vraiment beaucoup de courage de pouvoir entendre. Et je me dis, c'est intéressant parce que, tu vois, je serais pas étonnée que justement ces femmes-là qui disent « si tu me trompes, je ne veux pas le savoir », soient justement dans des situations où le mari ou le conjoint est infidèle. Parce que ça parle quand même d'une insécurité profonde chez la personne et de préférer vivre dans le mensonge, le secret et le non-dit plutôt que dans la vérité. Mais parce que, en effet, avoir accès à la vérité, parfois ça fait souffrir, ça fait mal, ça fait très mal. Mais je pense... Alors, c'est intéressant parce que les psys ne sont pas d'accord sur la question de est-ce qu'il faut révéler ou non. Donc, il y a débat. Moi, je pense, et de ce que j'ai vu et entendu dans les entretiens que j'ai menés pour le mémoire, c'est qu'en effet, les couples qui osent traverser cette épreuve, donc en conscience, sortent vraiment grandis de cette épreuve. Moi, j'ai vraiment eu des mots très forts d'hommes et de femmes qui ont dit ça nous a sauvés, en fait, quelque part. C'est ce qui nous a permis de creuser, d'aller voir des choses qu'on ne voulait pas voir depuis longtemps, de se retrouver différemment, de se retrouver en vérité, en fait. Parce qu'on peut passer, je pense, des années avec quelqu'un sans jamais avoir vraiment accès à la personne. Et là, en fait, quand les masques tombent, on a accès vraiment au cœur du cœur de l'homme ou de la femme avec qui on partage notre vie. Et il y en a qui ça reboosté, y en a qui se sont retrouvés vraiment, qui sont retombés amoureux, qui ont eu après d'autres enfants, des projets et qui se disent vraiment presque heureux, hein, avec des guillemets, d'avoir eu à traverser cette épreuve. La psychologue Esther Perel qui a écrit ce livre « Je t'aime et je te trompe ». Et ce qui est très intéressant dans ce qu'elle partage, c'est qu'il peut y avoir de l'amour et en même temps de l'infidélité. Et aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on pense que quand il y a une infidélité, il n'y a pas d'amour. Et il n'y a plus d'amour possible. Alors que si, les deux sont possibles. Et ça, c'est très très important de le redire, au risque de nouveau un peu de vous choquer en le disant, mais moi je le dis vraiment en tant que thérapeute de couple et sexologue, parce que il se fait que, je ne sais pas pourquoi, depuis le premier jour où j'ai commencé les accompagnements, je n'ai eu quasi que des situations d'infidélité. Moi, c'est vraiment le sujet que je connais le mieux dans mon cabinet. Mais j'ai vu aussi que c'était possible, ça. Et ça, c'est très important parce que s'il y a de l'amour, alors il y a une possibilité de reconstruire le lien. Et on a parlé de différentes postures relationnelles qui vont permettre de réparer la relation quand elle est abîmée. Mais peut-être que le plus essentiel aussi, c'est cet amour qui reste malgré tout. Et c'est ça qu'on va interroger au début et à la fin. Parce qu'on peut dire que c'est une décision. Est-ce que je veux reconstruire avec toi ? On peut baser ces décisions sur un engagement qu'on a pris. Imaginons qu'on se soit engagé dans le mariage. Mais moi, depuis mon poste d'observation, vraiment dans mon expérience de thérapeute, j'ai rarement vu que l'engagement du mariage était un moteur pour réparer le lien. Parce que quand on est très amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, et puis aujourd'hui à notre époque, on divorce tellement facilement que moi je trouve que ça marche pas tant que ça. Par contre, de revenir sur l'amour qu'on se porte, de retrouver de la connexion émotionnelle avec l'autre, et de dire mais en fait dans le fond on s'aime. Dans le fond on s'aime depuis le début, mais on s'est mal aimé et on a fini par se détourner de l'un de l'autre. Alors
on peut vivre quelque chose de fort ensemble. Donc, est-ce que toi, tu peux nous partager un peu ce que les couples ont dit par rapport à cet amour qui est là ou qui n'est plus là? Enfin, comment est-ce qu'on compose avec l'amour quand il y a une infidélité? Alors oui, c'est super que tu abordes ce point-là, parce que c'était un peu aussi une de mes conclusions. C'est que finalement, chez tous les couples que j'ai rencontrés ou dont j'ai eu accès à l'histoire, il y avait toujours cet amour. Et donc, il le disait vraiment, mais en fait, tout simplement, je l'aimais. Je l'aimais encore. En fait, il y avait de l'amour. Enfin, il y avait toujours vraiment ce mot amour, aimer qui venait. Et alors moi, je faisais en plus exprès de ne pas du tout l'insinuer. Je ne posais aucune question en lien avec l'amour pour voir si ça venait en fait spontanément. Et il s'avère que dans les 4 situations, il y avait ce terme de l'amour qui revenait. Et je me disais, c'est quand même mystérieux, parce qu'en fait, on a du mal à définir ce que c'est. De quoi il s'agit quand ils disent mais en fait je l'aimais. Justement, je pense que c'est cet amour qu'on n'arrive pas trop à saisir, qui est difficilement définissable aussi. Enfin, moi, en tant que psychologue, voilà, on va pouvoir parler de désir, d'attirance, d'engagement, de choix, de sentiments, de réflexion, etc. Mais quand on dit l'amour comme ça, qu'est-ce que c'est? Et c'est quand même un ingrédient clé pour que les couples se reconstruisent, je pense. En fait, cette épreuve a été surmontable parce que le lien d'amour, quelle que soit sa forme, parce que en l'occurrence, il y en a, c'est vraiment plus l'amour volonté qui prend le relais. Il y en a, c'est plus l'amour amical, en fait, qui momentanément prend le relais de l'amour conjugal dans le couple. Il y en a, c'est l'amour même familial, le fait de partager la parentalité, et donc en fait il y a ce lien d'amour, mais en fait il y a toujours une histoire d'amour qui fait que le lien peut se renouer pour ensuite retrouver le lien, l'amour conjugal. Mais ça, c'est aussi intéressant de voir que l'amour conjugal a été blessé, parfois détruit par l'infidélité, mais ça n'a pas affecté jusqu'au bout l'amour sous d'autres formes. Et moi, ce que j'observais, c'est que parfois, voilà, c'est justement l'amour sous d'autres formes qui a permis au couple momentanément de tenir pour ensuite retrouver l'amour conjugal, l'intimité, la sexualité, la vie amoureuse, etc. Mais parfois, c'est mis entre parenthèses pendant un moment. Et c'est d'autres liens qui permettent de rester ensemble. Ce que décrivent beaucoup les thérapeutes en disant que, mais en fait, c'est pas forcément bon quand c'est par exemple le lien de parentalité qui permet au couple de rester ensemble, où il faut pas rester ensemble pour les enfants. Et ben moi, ce que j'entendais, ce que je voyais, c'est qu'il y en a, c'est justement de rester au début ensemble pour les enfants qui leur a permis finalement de renouer en tant que couple. On dit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'injonctions, on a beaucoup d'avis sur les choses, et après, en fait, dans les faits, dans la réalité des gens, ça se passe pas tout à fait comme dans les livres ou comme ce que disent les psychologues ou les thérapeutes. Mais il y a toujours une histoire d'amour, en fait, qui refleurit et qui reprend. En tout cas, chez toutes les personnes que j'ai rencontrées, oui. T'es passionnante, Rebecca. T'es vraiment passionnante. Je suis tellement heureuse d'avoir pu avoir cet échange avec toi. Et puis, tu vois, c'est chouette parce que dans le cadre de tes études, tu as pu rencontrer des personnes qui ont partagé leurs témoignages. Et quand il s'agit d'infidélité, tu l'as dit au début, c'est très tabou. Personne n'ose parler de cette épreuve-là de l'infidélité. Je me souviens de cette femme qui m'avait vraiment bouleversée parce que je l'avais en consultation. Elle et son mari, ils vivaient une épreuve d'infidélité. Lui avait une maîtresse pendant de longs mois. Et elle me disait, la douleur que je vis, je peux en parler à personne. Alors que si j'avais un enfant malade, je ferais ma page Instagram ou Facebook en disant j'ai un enfant malade et tout le monde viendrait me dire que je suis une mère courageuse et les gens m'enverraient des likes et seraient formidables. Si je disais que mon mari était atteint d'un cancer, mais j'aurais le soutien de toute ma famille et tout le monde serait là pour moi. Et là, je vis l'épreuve de l'infidélité et je ne peux en parler à personne parce que c'est la honte. Et cette honte qui plane comme ça sur les couples, moi j'ai envie vraiment de contribuer à la briser une bonne fois pour toutes, et au travers de tout ce que tu nous as apporté, tu nous permets d'entamer ce chemin on va briser ce tabou et cette honte. Il n'y a pas de honte à avoir parce qu'en fait,
dans la vraie vie, la très 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 large majorité, très 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 large, va vivre une épreuve d'infidélité en fait. Donc c'est plutôt immensément rare de ne pas la vivre. Je ne sais même pas si c'est possible parce qu'en plus ça dépend comment on qualifie l'infidélité. Donc ça ne devrait pas être quelque chose de honteux, on devrait pouvoir en parler. Tu as pu entendre ces témoignages-là et quand je t'écoutais, je me disais j'aimerais bien un jour avoir à ce micro des témoins aussi qui peuvent nous raconter leur histoire. Donc si vous avez entendu cet échange et que vous avez envie de partager votre histoire, ça peut se faire aussi de manière anonyme, comme ça avec juste la voix qui passe et pas le visage. Mais je pense que ça pourrait être aussi beau. Je pense qu'on a besoin aussi d'entendre des témoignages pour pouvoir y croire. Parce que là, toi, tu le dis en tant que d'abord étudiante, tu les as écoutés, tu as réfléchi, tu as lu. Et c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup avoir aussi cette analyse sur les choses et pas être que dans l'émotionnel. Mais peut-être que vu le sujet, ce serait intéressant aussi d'avoir des témoins qui pourraient nous raconter leur histoire comme elles te l'ont raconté. Donc, merci Rebecca. Avant de terminer, parce qu'on en parlerait pendant des heures, voire des semaines, voire des années entières. C'est le sujet d'une vie, la question de l'infidélité, parce que c'est un sujet très profond et très beau, parce qu'il s'agit vraiment de notre rapport à l'amour et à la vérité. Donc c'est inépuisable comme sujet. S'il y a une chose que tu avais envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, que tu aurais voulu entendre, que tu as comprise au travers de tes études et que tu voudrais transmettre, ce serait laquelle ? Ouais, j'aurais envie de dire, n'ayez pas peur d'en parler, de faire de l'infidélité un sujet à vos dîners, lors de vos cafés, avec vos amis, avec votre famille, parce que j'ai vraiment vu et entendu combien les couples que je rencontrais, les personnes que je rencontrais souffraient de se sentir seules, de se sentir isolées. Or, comme tu le dis, c'est une thématique qui, en fait, rejoint tout le monde. Les statistiques le montrent quand on pense que un homme sur 2 a déjà trompé dans sa vie, une femme sur 3 aujourd'hui. En fait, quand on calcule rapidement, on se dit qu'on est tous concernés soit par le passage à l'acte, soit par un conjoint qui est passé à l'acte. Donc en fait, ça fait partie de notre vie. Donc vraiment en parler, parce que je pense que le fait d'en parler réduirait considérablement la souffrance de chaque homme et de chaque femme et de chaque couple qui traverse cette réalité-là. Ne pas avoir peur. Et moi, j'espère que ce sera un peu le prochain MeToo, le prochain sujet dont on pourra parler sans avoir honte, comme on a parlé maintenant de plus en plus du postpartum, enfin de la dépression du postpartum, comme on parle des fausses couches, comme on parle plus de l'infertilité, de tous ces sujets. L'infidélité, faisons-en un sujet intéressant, qui a le mérite d'être exprimé, d'être dans nos bouches. Parlons tout simplement d'infidélité et pour être de plus en plus fidèles. Et alors, si je peux me permettre, je vais vraiment plaider pour ma chapelle, mais j'encourage vraiment les personnes qui vivent cette épreuve de l'infidélité d'aller plutôt vers des thérapies avec des thérapeutes imago. Vous savez que je suis formée à cette thérapie imago et que je trouve vraiment très intéressante, et particulièrement pour les sujets d'infidélité. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu viens de nous partager, en fait, Rebecca, de reprendre la responsabilité dans la relation, de ne pas dire qu'il y a un méchant et une victime, et d'être vraiment comme avoir cette posture d'adulte, c'est ce qu'on apprend au travers de cette façon de dialoguer. Et moi, je suis pas à l'aise du tout, je vous le dis franchement, avec un accompagnement individuel dans ces situations-là, parce que vous allez faire votre chemin très personnel, comprendre comment vous êtes arrivé là, dire à une personne qui a une écoute bienveillante, mais à quel point l'autre ne vous a pas du tout écouté dans vos besoins, etc. Mais vous risquez en fait de faire un chemin tout seul dans votre coin et que ça ne vous aide pas à retourner vraiment dans la relation. Donc, privilégiez plutôt les accompagnements en couple, et je pense que vu la douleur que c'est, cette infidélité, ou que ça peut être, c'est important d'aller chez des thérapeutes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, plus les médecins du cœur que des conseillers conjugaux qui sont vraiment des accompagnateurs. C'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu comme la sage-femme et le gynécologue. Voilà, quand il y a une vraie épreuve, on va chez le gynéco et pas chez la sage-femme qui est l'experte de la physiologie. Alors, au risque aussi un petit peu peut-être de déstabiliser les conseillères conjugales qui m'écoutent, mais je pense que c'est très important quand même
d'avoir un accompagnement avec une personne qui est experte de ce sujet et qui peut vous aider à réparer le lien parce qu'elle sait comment faire exactement pour cette problématique-là. Et les outils de la thérapie Imago, où on est vraiment les yeux dans les yeux, on va se parler, on va s'écouter, sont vraiment d'une efficacité absolument magnifique pour réparer le lien quand il est abîmé. Je dis ça parce qu'avant, moi, j'étais conseillère conjugale, plus je faisais du conseil et j'accompagnais toujours des sujets liés à l'infidélité. Et depuis que je suis formée à la thérapie Imago, je vois que, j'ai presque envie de dire, en termes de résultats, ils sont infiniment meilleurs. Et donc, moi, j'ai pu observer ces deux façons d'accompagner. Voilà, donc c'est mon avis personnel. Vous en pensez comme ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre par rapport à ce que je vous partage là. Mais il y a quand même cette idée de se faire bien accompagner pour que ça ne nous éloigne pas. Voilà, de voir comment est-ce qu'on peut faire ce travail ensemble de réparation. J'ai reçu tellement de couples qui ont réussi à réparer ce lien qui était abîmé par l'infidélité que je veux vraiment vous transmettre ce message comme Rebecca, que c'est possible. Et donc ne perdez pas espoir le jour où vous découvrez l'infidélité de votre conjoint ou que vous-même êtes dans une période d'infidélité. Ne perdez pas espoir. Voilà, en tout cas, c'était le message qu'on voulait vous donner. Et même si, évidemment, je retiens aussi à leur dire, parfois, ça conduit à une séparation, mais on peut aussi avoir une séparation en conscience, une séparation où on prend notre responsabilité l'un et l'autre et on n'est pas en train de s'accuser, de se déchirer, parce qu'on sait que c'est pas sorti de nulle part, cette infidélité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Rebecca. Quelle joie vraiment de t'avoir rencontrée et d'avoir suivi ton parcours là ces années et d'avoir eu cette discussion que j'attendais avec impatience. À chaque fois que je te voyais, je me dis j'ai trop hâte qu'on puisse discuter. Donc c'est fait aujourd'hui et je suis sûre qu'on aura d'autres occasions parce que je ne vais pas te lâcher. Je vais continuer à observer ce que tu fais des merveilles. Merci Rebecca. Merci infiniment à toi Thérèse et avec grand, grand plaisir pour se refaire une petite discussion bientôt. Il y a tant de choses encore à dire. Et tu le disais bien, j'aime refaire le monde. Je crois que refaire le monde, ça passe par refaire les liens, refaire les relations. Donc voilà, tant qu'on pourra œuvrer pour les hommes, les femmes et l'amour, on le fera, je le ferai. Au revoir, merci Rebecca.